Bien, mes chers collègues, nous allons démarrer de suite. Madame la ministre, le Premier ministre et la ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé ce matin un ensemble de mesures en faveur de l'hôpital. La conjonction de ces annonces avec la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, à laquelle nous prendrons ce soir en commission, rendait indispensable que nous puissions entendre la ministre avant d'entamer nos travaux. L'objectif de cette audition est que la ministre nous présente les décisions du gouvernement et que nous puissions comprendre dans quelle mesure elles vont impacter le PLFSS que nous examinons en ce moment. La ministre devra nous quitter d'ici 3/4 d'heure environ, mais je tiens vraiment à la remercier d'avoir su se rendre disponible très rapidement à ma demande pour faire en sorte que notre commission puisse travailler dans de meilleures conditions. Comme cela vous a été indiqué hier, le rapporteur général puis les groupes disposeront d'un temps d'intervention maximal de 3 minutes. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Les Français sont profondément attachés à leur système de santé et à l'hôpital. L'hôpital, c'est vraiment un pilier de notre solidarité nationale, un des fondements de notre vivre ensemble. La mobilisation des urgences et la mobilisation hospitalière du 14 novembre dernier ont été autant d'appels et de rappels des difficultés rencontrées par les personnels hospitaliers. Cette situation est, vous le savez, le fruit de l'accumulation sur un temps long de contraintes financières ayant conduit à la crise de fonctionnement, d'investissement et d'attractivité des métiers du secteur hospitalier que nous connaissons aujourd'hui. Cette situation, le gouvernement en a pris la mesure. 2018 a été l'année du dégel intégral des crédits hospitaliers et 2019 est la première année depuis 10 ans de hausse des tarifs de l'hôpital. La stratégie Ma Santé 2022, initiée en septembre 2018, et la loi d'organisation et de transformation du système de santé promulguée en juillet dernier ont posé les bases d'un nouveau modèle adapté aux besoins actuels de la population et de chaque territoire. Cette réforme vise en particulier à instaurer une médecine libérale plus structurée afin de garantir l'accès aux soins partout sur le territoire et de désengorger l'hôpital. En septembre 2019, en s'appuyant sur les ouvertures permises par Ma Santé 2022, un pacte ambitieux a été mis au point pour refonder les urgences. Le président de la République l'a dit, nous devons entendre le besoin exprimé par les personnels hospitaliers pour accompagner leurs efforts et pour poursuivre la transformation qu'ils ont engagée. Chaque année, une partie des fonds servant au financement des hôpitaux sont mis en réserve en début d'exercice à titre prudentiel. Cette année encore, l'engagement et les efforts de chacun permettront le respect de l'Ondam. C'est pourquoi, pour la deuxième année consécutive, l'intégralité des crédits mis en réserve, soit 415 millions d'euros, sera restituée aux établissements de santé. Pourtant, il manquait un soutien aux hôpitaux pour accélérer leur transformation. Les patients et leurs familles s'inquiètent, ils nous ont demandé d'agir. Les soignants, la semaine dernière, nous ont demandé d'agir. Vous, parlementaires, vous nous avez demandé d'agir. C'est donc à ce gouvernement qu'il revient de prendre la mesure de la crise et d'apporter des solutions nouvelles et enfin efficaces après des années de statu quo. L'échec, vous le savez, n'est pas une option. Comme je vous l'ai indiqué dès le début de la discussion de ce PLFSS, nous travaillons depuis plusieurs semaines à des mesures pour l'hôpital public. Nous avançons aujourd'hui le volet « Investir pour l'hôpital » dans le cadre de la stratégie Ma Santé 2022. Ce volet vise à redonner de la souplesse et des marges de manœuvre pour améliorer le quotidien des hospitaliers et mieux les accompagner dans la transformation en profondeur du système de santé à laquelle ils participent. Ce volet s'articule autour de 3 grands axes. Premièrement, restaurer l'activité des métiers et fidéliser les soignants qui travaillent au sein du service public hospitalier. Il nous faut donc mieux reconnaître le personnel en accompagnant les buts de carrière pour les personnels médicaux comme non médicaux, afin de restaurer la capacité à recruter pour les hôpitaux publics. Il nous faut concentrer l'effort sur la revalorisation des métiers en tension, qu'il s'agisse de tension territoriale, comme à Paris et dans la Petite Couronne, où une prime de 800 € sera attribuée aux hospitaliers, aux infirmières et aux aides-soignantes, ou bien
de tensions sectorielles, notamment pour les métiers d'aide-soignants, et nous pensons aux aides-soignants en EHPAD et en gériatrie. Ceux qui exercent dans les services qui prennent en charge des personnes âgées bénéficieront de la prime assistant de soins en gérontologie. Par ailleurs, les aides-soignants pourront accéder désormais, dans le cadre d'un grade de fin de carrière, à la catégorie B. Nous devons aussi récompenser l'investissement et l'engagement collectif, avec la création d'une prime à la main des managers, une prime collective, de manière à pouvoir récompenser les équipes qui s'engagent sur le terrain autour de projets relatifs à la qualité de service et à la transformation. L'ensemble de ces mesures sera financé par un effort supplémentaire de 300 millions d'euros sur l'ONDAM 2020 et 1,5 milliard d'euros d'ici la fin du quinquennat. C'est un effort conséquent et je vous l'annonce à présent, un amendement sera bien déposé par le gouvernement en ce sens, en amont de votre discussion en commission, pour que cette nouvelle lecture puisse se faire en toute transparence et dans le cadre de débats aussi clairs que sincères. J'aurais naturellement préféré pouvoir aller plus vite, mais nous n'étions pas prêts en première lecture et vous savez combien les sujets sont délicats. Le deuxième axe de ce plan pour l'hôpital cherche à rétablir le dialogue et la souplesse de la gestion dans le quotidien du fonctionnement de nos hôpitaux. Vous le savez, l'hôpital public a connu des évolutions majeures dans son organisation qui ont parfois donné aux équipes le sentiment d'une mise à l'écart de la prise de décision et d'une perte de sens. La transformation de Ma Santé 2022, qui vise à renforcer le dialogue et le sens du collectif au sein des hôpitaux, permet d'accélérer le mouvement au sein des hôpitaux. Pour cela, le personnel soignant sera mieux intégré à la gouvernance des hôpitaux et le management de proximité sera renforcé et valorisé. Des mesures de simplification du fonctionnement quotidien seront aussi prévues, notamment en termes de formalités de recrutement ou bien de protocoles de coopération décentralisés entre les professionnels au sein d'un établissement. Enfin, des mesures seront prises pour lutter contre l'intérim médical, qui s'est déployé, vous le savez, depuis quelques années dans des conditions devenues insupportables pour les équipes qui ont en charge d'assurer la continuité du fonctionnement de nos hôpitaux. Il s'agit ainsi de faire respecter l'encadrement des rémunérations des intérimaires et de mettre en place une rémunération attractive des gardes, assurée en plus des obligations de service pour un PH au niveau d'un groupement hospitalier de territoire ou d'une région. Le troisième axe vise à réinvestir l'hôpital public en lui donnant des moyens nouveaux et de la visibilité dans le temps. Les tarifs hospitaliers seront en hausse jusqu'à la fin du quinquennat, après la première campagne positive exceptionnelle de 2019, interrompant ainsi 10 années de baisse. L'investissement du quotidien sera une priorité. Il s'agit de mettre aux hôpitaux d'acheter le matériel indispensable pour le travail des soignants au quotidien. En 2020, 150 millions d'euros seront fléchés vers l'investissement courant au lieu de s'engager de nouveaux grands projets immobiliers afin de répondre aux besoins actuels le plus forts. Ces investissements devront être majoritairement à la main des chefs de service. Cet effort de 150 millions d'euros sera reconduit en 2021 et 2022. À partir de 2020, 10 milliards de dettes seront repris aux hôpitaux en 3 ans, afin d'alléger les charges qui pèsent sur les établissements. Cette décision de rupture permettra aux hôpitaux de réduire leurs déficits et de retrouver rapidement les moyens d'investir et de se moderniser. Mesdames et messieurs les députés, l'hôpital est une communauté. Ce sont des équipes unies autour de la prise en charge des patients, dans les succès, dans les épreuves, dans les échecs. L'idée de ce plan, c'est de redonner de l'oxygène à cette communauté de soignants. Nous avons montré que nous étions prêts à y consacrer des moyens considérables parce que nous croyons dans l'hôpital public, nous croyons dans le dévouement de ses personnels et dans la promesse de l'hôpital public, être aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de leurs proches, en des instants de fragilité, parfois d'angoisse, dans des moments de vie très particuliers où l'on est fier et rassuré d'être français. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur le rapporteur et ensuite aux orateurs des groupes. Madame
la présidente, Madame la Ministre, merci. Merci pour ce plan. Merci aussi pour l'annonce d'un dépôt d'un amendement sur l'Ondam avant l'examen du texte en commission. Je crois que ce sera apprécié par l'ensemble des parlementaires de tous les groupes ici réunis. Y aura-t-il d'autres amendements nécessaires d'ici la séance pour compléter la transcription législative des différentes mesures que vous avez annoncées aujourd'hui? C'est ma première question. La deuxième question concerne le financement, à savoir est-ce qu'il y aura des dispositions spécifiques visant à financer les mesures annoncées aujourd'hui ou sur la partie recette, ou est-ce que ce sera fait différemment? La troisième question, c'est, vous pouvez bien sûr confirmer qu'au-delà de la prime qui va concerner le personnel soignant gagnant au-delà de la prime qui concerne le personnel soignant en couronne parisienne pour lui permettre de tenir compte du prix des logements, il existe des dispositions que vous avez d'ailleurs citées ce matin, mais je le précise parce que c'est quelques questions qui ont pu remonter, dispositions qui vont concerner l'ensemble des soignants sur le territoire national. Il ne s'agit pas d'un plan Paris, mais évidemment un plan Paris et province. Et une question technique, à savoir si la hausse de l'Ondam qui sera prononcée aura des répercussions sur l'ensemble des établissements hospitaliers ou seront-elles uniquement ciblés sur le secteur public. Je vous remercie. Merci. Les orateurs des groupes. Donc, Madame Charlotte Lecocq pour La République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors que le gouvernement a annoncé ce matin un plan d'ampleur pour l'hôpital public, nous nous apprêtons à nous prononcer en deuxième lecture sur ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2020. Nous avons tous entendu ce matin les annonces faites par le Premier ministre s'agissant de l'hôpital, mesures que les parlementaires de la majorité avaient appelées de leur vœu dès la première lecture du PLFSS. Pour le groupe La République En Marche, très attaché à l'hôpital public, ces mesures apparaissent absolument nécessaires tant la situation vécue par les professionnels est devenue difficile. La garantie d'une offre de soins de qualité et de proximité est au cœur de nos préoccupations et c'est pour y parvenir que nous avons adopté la loi Ma Santé 2022 en juillet dernier qui réforme dans son intégralité notre système de santé. Cette réforme est enclenchée et s'inscrit dans le temps long. Réforme des études de santé et suppression du numerus clausus, réorganisation de l'offre de soins de proximité autour des soins de ville et des hôpitaux de proximité pour recentrer l'hôpital sur sa mission première. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, dans le prolongement de Ma Santé 2022, le personnel soignant sera mieux intégré à la gouvernance des hôpitaux et le management de proximité sera renforcé et valorisé. Pour relancer l'attractivité des métiers de l'hôpital, les métiers dits en tension seront valorisés en donnant des leviers managériaux aux équipes. La prime d'engagement sera revalorisée pour offrir aux métiers qui connaissent les plus grandes tensions de recrutement de nouveaux leviers d'attractivité. La situation des professionnels appelait en effet des réponses en matière de rémunération et de conditions de travail. Les mesures annoncées ce matin y concourent, avec la mise en place de moyens dédiés au versement de primes, mais également de capacités d'achat de matériel indispensable dans la pratique du quotidien. Et c'est également l'endettement des hôpitaux auquel sera apporté un soutien sans commune mesure pour dégager de nouvelles marges de manœuvre et d'investissement. Ainsi, dès 2020, un programme massif de reprise de dette de 10 milliards d'euros sera lancé sur 3 ans. Ces annonces vont impacter le projet de finances de la sécurité sociale et c'est pourquoi cette audition est d'une importance particulière. Madame la Ministre, pour nous prononcer en responsabilité, nous attendons les amendements qui intégreront cette nouvelle trajectoire financière pour l'hôpital. Vous venez de nous indiquer à ce titre qu'ils seront bien déposés avant la commission de ce soir, ce qui était nécessaire. Il s'agit en effet de réponses massives qui augmenteront l'Ondam des établissements de santé et par conséquent l'Ondam global, tout en impactant l'équilibre budgétaire de la sécurité sociale auquel nous demeurons vigilants. Merci. Monsieur Stéphane Viry pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre parole était attendue. Elle l'était d'autant par les membres de cette mission et plus généralement par les députés après des annonces médiatiques qui nous est apparues incongrues et maladroites lors des débats en première lecture du PLFSS qui avaient conduit à un certain nombre de crispations, voire de blocages. Et notamment nos collègues sénateurs avaient eu une décision, me semble-t-il, légitime par rapport à la situation dans laquelle le Parlement était placé. Au jour d'aujourd'hui, nous allons reprendre le débat après une première version d'un PLFSS qui était là sans aucune marge de manœuvre, qui était aggravée par les non-compensations. Nous en avions suffisamment débattu. Nous avions également combattu l'Ondam pour l'hôpital. Sur le fond, Madame la Ministre, je vous ai écouté, j'ai lu un petit peu ce qui a pu être annoncé ce matin.
vous nous avez annoncé sur un autre sujet une réforme systémique des retraites. S'il y a bien une réforme systémique à entreprendre sur un autre sujet, c'est bien sur celui de l'hôpital public. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'ambition. Les constats y sont opérés et il me semble que chacun admet la situation. Il faut désormais embrayer une réponse. Vous l'avez dit, les situations de statu quo. Je crois me souvenir que sous le quinquennat 2007-2012, il y avait eu un plan de 10 milliards pour des travaux, pour l'innovation, pour de l'investissement, pour permettre à l'hôpital public d'aller de l'avant. On ne peut pas considérer qu'il y a eu sur ce sujet toujours un statu quo. Il y a effectivement une situation de crise qui exige que nous trouvions des réponses. Vous apportez par cette annonce ce matin un certain nombre d'éléments. J'observe et je constate, sauf erreur de ma part, que c'est le quatrième plan en 2 ans relatif à notre système de santé. Je conviens qu'on n'y voit pas très clair et je vois surtout que ça paraît davantage être du rafistolage que l'ambition que j'appelais de mes voeux. Sur le fond, on accepte de bon augure l'idée d'un retour des médecins dans la gouvernance. Il nous paraît effectivement légitime que la communauté médicale puisse être associée à un certain nombre de décisions. On admet également en termes de management qu'il y ait des mesures contre ce qu'on va appeler les mercenaires de l'hôpital. Pour le reste, Madame la Ministre, s'agissant des annonces, je considère en l'état de vos observations que ce n'est pas un plan de refondation du système de santé, c'est un plan d'apaisement de la colère. En outre, ce plan il ne concerne que l'hôpital, alors que l'ensemble de notre système de santé est en crise. Je ne reviens pas sur les EHPAD. Vous allez réajuster l'ONDAM, très bien, mais c'est simplement la correction d'une erreur initiale qui était la vôtre. Et on sait que la dynamique des dépenses de santé est de l'ordre de 4,4, alors que l'ONDAM ne va proposer qu'une revalorisation de 2,4. On est bien loin du compte. S'agissant du versement des primes, j'ai cru comprendre que vous allez répondre à un certain nombre de questions, mais là, il nous paraît être soit du saupoudrage, soit une discrimination à l'égard de tous les praticiens hospitaliers. Cette mesure, pour résumer, apparaît être comme une solution à court terme et bien loin de l'ambition que nous avons collectivement pour l'hôpital. Merci. Madame Nathalie Elimas pour le MoDem. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le groupe Mouvement démocrate et apparenté salue l'effort budgétaire historique que le gouvernement vient d'annoncer pour soutenir l'hôpital public. Ces mesures apportent une réponse forte à la détresse et à la colère exprimée par les personnels soignants, dont la situation s'est fortement dégradée depuis des décennies. Nous devions les entendre, alors qu'ils sont des maillons essentiels de notre système de santé, et je crois que nous pouvons collectivement saluer leur dévouement. Ce plan est également nécessaire, car l'accès aux soins est une condition du pacte social français. D'ailleurs, nos concitoyens sont eux-mêmes très inquiets des difficultés dans lesquelles se trouve l'hôpital. Je pense notamment à l'émoi provoqué par le mouvement de grève sans précédent qui touche près de 270 services d'urgence depuis 8 mois, ainsi qu'aux cris d'alarme poussés par des médecins la semaine dernière qui dénonçaient une situation alarmante des conditions d'accueil des enfants à l'hôpital. Le professeur Salomon, chef de service en pédiatrie à l'hôpital Necker, expliquait notamment la semaine dernière que les restrictions budgétaires avaient pour conséquence la fermeture de lits dans tous les services et qu'en réanimation pédiatrique, notamment à Necker, l'effectif paramédical avait baissé de 42%, obligeant en pleine épidémie de bronchiolite le transfert de certains enfants en dehors des hôpitaux parisiens. De telles situations ne devraient pas exister en France alors que notre modèle social est l'un des meilleurs au monde. En premier lieu, les annonces faites par le gouvernement remettent l'humain au cœur du dispositif en revalorisant financièrement les métiers d'aide-soignante et d'infirmier. Il est fondamental que tous ceux qui accompagnent les patients au quotidien soient mieux reconnus et que ces professions redeviennent attractives. En second lieu, il rend des moyens d'investissement considérables aux hôpitaux en leur allouant de nouvelles enveloppes financières et en soulageant leurs dettes. À ce propos, Madame la Ministre, vous l'avez évoqué, 10 milliards de dettes sont repris sur 3 ans. C'est une décision forte, c'est un moyen pour investir et pour moderniser les hôpitaux. Et j'aurais une question plus précisément sur ce sujet. Pouvez-vous nous dire si les hôpitaux d'outre-mer font partie de cette reprise de la dette? Enfin, le groupe MoDem et apparenté souligne la cohérence des mesures qui s'inscrivent dans la démarche globale votée dans le plan Santé 2022 qui portera ses fruits à moyen terme en apportant dès maintenant à l'hôpital public l'oxygène dont il a besoin pour aborder cette transition majeure. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Joël Aviragnet, pour les socialistes apparentés. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, le groupe socialiste et apparenté a été très attentif à la présentation de votre plan hôpital ce matin, étant donné que nous avions proposé il y a 3 semaines un plan d'urgence pour l'hôpital et l'autonomie visant à répondre à la situation de crise qui frappe l'hôpital public et les EHPAD. Ce plan, le nôtre, était financé, solide et ambitieux. Vous n'avez pas vu, vous n'avez même pas eu la curiosité de regarder ce que de bonne volonté nous vous proposions pour sortir de la crise par le mépris et suffisance. Aujourd'hui, alors que nous avons perdu 3 semaines, vous nous proposez votre plan, financé par du déficit supplémentaire, insatisfaisant pour les soignants et très insuffisant, notamment pour ce qui relève de l'attractivité de l'hôpital public. Inconséquence et désinvolture. Vous proposez de reprendre 10 milliards d'euros de dette des hôpitaux. Très bien, nous soutiendrons cette mesure. Nous vous proposions la même chose il y a 3 semaines, mais à ce moment-là, vous n'en vouliez pas. Vous proposez une hausse du budget de l'assurance maladie de 300 millions d'euros pour 2020, financée par du déficit. Nous proposions 830 millions d'euros de hausse, financée par un report de la CADES de 2 ans. Non seulement votre plan est moins ambitieux que le nôtre, mais il s'appuie sur une augmentation du déficit public. Pour 2020, 800 millions d'euros d'économies sont demandés à l'hôpital dans le budget de la sécurité sociale. Donc ce que vous faites en réalité dans votre plan, c'est réduire de 800 à 500 millions d'euros les économies demandées à l'hôpital public. Est-ce là une réponse décente à donner au personnel hospitalier? Mais c'est sur l'attractivité des carrières que votre plan laisse le plus à désirer. Vous écartez toute hausse de salaire. Vous mettez sur la table une prime qui ne comptera ni pour leur retraite, ni pour leur droit au chômage, de 66 euros mensuels. Et cette prime concerne uniquement les 40 000 professionnels infirmiers ou aides-soignants de Paris et la petite couronne. Est-ce là votre sens de l'égalité républicaine? Et je ne minimise pas les problèmes de logement en Île-de-France, mais c'est toute la France qui s'ouvre, Madame la Ministre, et pas uniquement Paris. Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Marseille n'ont-elles pas manifesté leur insatisfaction le 14 novembre dernier? Dans mon territoire, les soignants dépensent en moyenne 250 euros par mois d'essence pour aller travailler. Et alors, pour eux, pas de prime. Vous proposez dans notre plan une prime de 100 euros net mensuels pour les 600 000 professionnels hospitaliers français. Nos propositions étaient financées. On vous donne cette solution clé en main. Vous comprendrez notre déception. Vous comprendrez que l'on vous dise que le compte n'y est pas. Enfin, l'enjeu de l'hôpital public, c'est d'éviter la fuite des talents vers le secteur privé qui rémunère mieux et où les conditions de travail sont meilleures. Avec ce plan, vous confortez le choix des soignants qui souhaitent quitter l'hôpital public. Ils ont fait des efforts extraordinaires, ils s'engagent au quotidien pour soigner les Français. Nous pensons qu'ils méritent plus qu'un plan de saupoudrage bricolé à la va-vite par un gouvernement à court d'idées. Vous me direz que vous héritez d'une situation ancienne, que vous n'y êtes pour rien, je connais cette chanson, mais aujourd'hui, vous êtes aux manettes et votre réponse, désolé, est très insatisfaisante. Bien, Monsieur Paul Christophe, pour l'UDI Agir Indépendant. Si Joël. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je me permets en premier lieu quelques remarques de forme. Je note d'abord qu'il est difficile de réaliser un travail de qualité en modifiant sans cesse le PLFSS, soit l'un des textes les plus importants de l'année dans un calendrier de plus en plus contraint. Nous découvrons littéralement des nouvelles mesures qui impactent le texte quelques heures avant son examen sans aucune étude d'impact ni déclinaison opérationnelle. En vue de préparer ce PLFSS, notre groupe avait travaillé en amont et réalisé un nombre conséquent d'auditions. Nos travaux se fondaient évidemment sur les chiffres et projections proposés par le gouvernement et documentés dans l'étude d'impact. Je m'interroge en conséquence sur l'intérêt de nos propositions d'amendement en première lecture lorsque l'indicateur le plus important, l'ONDAM, est modifié en cours d'examen. Sur le fond, vous proposez une augmentation de l'ONDAM de 300 millions d'euros pour 2020 pour répondre au déficit d'attractivité des carrières hospitalières et soulager l'hôpital. Ce sont des efforts réels et bienvenus qu'il faut, même s'ils nous semblent en deçà des besoins. Les causes de ce malaise sont anciennes et profondes et il serait intellectuellement malhonnête de vous attribuer l'entière responsabilité. La loi de réforme de notre système de santé, que nous avons soutenue, portait d'ailleurs des mesures de refonte utiles de l'organisation de notre système de soins en ville comme à l'hôpital. On sait à quel point les maux qui affectent la première ont des conséquences sur le secteur hospitalier. Nous avons quand même la curieuse impression d'assister à une redite de l'an dernier lorsque le gouvernement avait opéré un revirement de dernière minute et contraint le Parlement à siéger fin décembre, rendant le PLFSS pour 2019 insincère,
et aggravant le déficit de la sécurité sociale in fine de 3,5 milliards d'euros. Je ne reviens pas sur le sujet de la non-compensation, nous aurons sans doute le débat à nouveau dans quelques heures. Je note par ailleurs qu'il était impossible de modifier l'Ondam il y a quelques semaines. Aujourd'hui, cette évolution est perçue comme la panacée. Ce revirement donne quand même la curieuse impression que l'on navigue à vue. On a serré la vis des hôpitaux pendant des années pour les obliger à faire des économies. Alors certes, ils ont fait des économies, mais essentiellement sur l'investissement, les conduisent dans l'impasse avec un déficit cumulé abyssal de plus de 30 milliards d'euros. Vous envisagez désormais de reprendre le tiers de la dette des hôpitaux à hauteur de 10 milliards sur les 3 prochaines années. Il s'agit d'une mesure réparatrice forcément la bienvenue au regard de la situation. Si globalement nous nous réjouissons de cette augmentation significative des crédits consacrés à la santé, notre responsabilité nous oblige donc à vous interroger sur les modalités de financement. Je signale enfin que nous avions averti à plusieurs reprises sur le danger de la cure de rigueur imposée à l'hôpital, et particulièrement concernant la pertinence de l'Ondam comme outil de régulation des dépenses. Il serait grand temps de réfléchir à la construction d'un outil qui permette la prise en compte des inégalités territoriales en santé. Nous avons, il est vrai, adopté en première lecture le principe d'une visibilité pluriannuelle sur les ressources des hôpitaux. Il faut aller plus loin en ce sens. Enfin, si on comprend les mesures proposées au titre de Paris et de la petite couronne, j'attire également votre attention sur le fait que d'autres territoires sont en tension et mériteraient aussi une attention particulière. Je vous remercie. Merci. Monsieur Philippe Vigier pour Liberté Territoire. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Merci d'abord Madame la Présidente de nous permettre d'auditionner la Ministre dans des circonstances dont chacun a bien compris qu'elles étaient un peu particulières. Après un mois de début des travaux de ce PLFSS, ça a été expliqué par plusieurs politiques et avec, on voit bien, une proposition en urgence de mesures correctives pour l'hôpital parce qu'un service sur 2 d'urgence est en grève, parce que les doyens de faculté avaient décidé d'avoir des facultés mortes, et parce que, Madame la Ministre, je sais votre engagement. J'ai eu l'occasion de vous dire à plusieurs reprises que vous avez repris un fardeau, mais à une situation exceptionnelle, me semble-t-il, il fallait des moyens exceptionnels. Alors, ce qui n'était pas possible, vous avez dit tout à l'heure, en présentant le projet, nous n'étions pas prêts en première lecture. Vous m'accorderez quand même qu'on avait tous les éléments d'appréciation pour préparer un Ondam qui soit en capacité d'apporter une réponse par rapport aux attentes des hôpitaux, notamment les investissements nécessaires. Donc, je vous donne acte du fait qu'il y a cette valorisation de l'Ondam, et vous disant évidemment qu'il y a 1,5 milliard d'euros qui arrive, et c'est une très bonne chose. Simplement, vous nous direz peut-être si ce 1,5 milliard s'ajoute aux fameux 750 millions d'euros dont vous avez parlé il y a quelques semaines, et qui étaient certes des crédits de redéploiement, mais il faut savoir si ou non ils viennent s'additionner ou pas. La deuxième chose, et le regret d'ailleurs, Olivier Véran l'avait très bien dit devant le ministre Darmanin dans cette même salle, nous sommes toujours en train de chercher, mes chers collègues, 3,5 milliards d'euros. Les 3,5 milliards d'euros, c'est la non-compensation, vous savez, des exonérations de cotisations patronales qu'on a fait payer à votre ministère et qui aurait dû être prise en charge, comme chacun sait, par le budget général de l'État. Mais cet effort est là, je le dis. Sur la dette, 10 milliards de dettes qui sont repris, c'est une très bonne chose en 3 années. Il faudra que vous nous précisiez, Madame la Ministre, comment cette dette sera reprise. Est-ce que ce sera une reprise équilibrée entre les CHU, les centres hospitaliers généraux, les CHRO et les fameux hôpitaux de proximité. Vous savez qu'on a fléché 100 millions d'euros pour eux sur l'année 2020. Est-ce que oui ou non, il y aura un abondement complémentaire parce qu'il y a des belles attentes? Sur les personnels, la valorisation des carrières, certes 800 euros, bon acte sur des primes. Pardonnez-moi, mais lorsqu'on est à 80 km de Paris, j'ai peur que des infirmiers, des aides-soignantes qui ne sont pas dans la région Île-de-France voient ça comme quelque part comme une forme d'injustice du fait qu'eux ne puissent pas bénéficier d'une telle revalorisation parce qu'ils sont en transport, parce qu'ils ont également des routes du fait même qu'ils n'habitent pas en région Île-de-France. Sur les contrats d'engagement de service public, vous donnez acte de fait que ce soit ouvert aux professions paramédicales. D'ailleurs, dans les propositions de la commission d'enquête parlementaire que j'avais eu l'honneur de conduire, j'avais même proposé que ces CESP, vous savez qu'ils sont un vrai succès, qui avait été lancé par Mme Touraine, puissent être eux-mêmes valorisés, car ça revient à un point sur lequel vous êtes très engagés, c'est l'attractivité, naturellement, des professions médicales. Sur la gouvernance, c'était par plusieurs collègues, il est temps de remettre les médecins un peu au cœur de la gouvernance hospitalière, et nous attendons naturellement le rapport du professeur Olivier Claris. Donc vous êtes sur la bonne voie. Simplement sur la méthode, et chacun pourra s'en émouvoir sur le fait que le Parlement n'est pas une variable d'ajustement, mais un endroit stratégique. Bref, nous ferons avec ce qui nous est présenté, mais j'ai peur que ce plan ne soit pas à la hauteur des attentes de l'ensemble des communautés médicales et de l'hôpital que nous aimons tous et auquel nous sommes très attachés. Merci. Monsieur Adrien Cotanas pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ce matin, nous espérions tous de votre allocution et de celle du Premier ministre qu'elle apporte
le soulagement, évidemment le nôtre comme parlementaire, mais d'abord et avant tout celui des personnels de l'hôpital public et de ses usagers. Je crois que votre plan d'urgence présenté ce matin est un encouragement à poursuivre la mobilisation, car elle commence à payer. Je m'explique. Cela fait des mois que vous nous expliquez à répétition que vous ne croyez pas que le problème de l'hôpital public tienne à une question budgétaire d'argent. Vous avez vous-même plusieurs fois dans l'hémicycle expliqué que ce n'était pas ça dont il s'agissait, mais que c'était bien plutôt d'une réorganisation, d'un redéploiement, de restructuration, toutes sortes de choses dont d'ailleurs nous verrions selon vous l'effet dans quelques années. Et puis, semble-t-il, peut-être grâce à cette mobilisation qui dure maintenant depuis plus de 8 mois, vous avez compris qu'on ne pouvait pas attendre les hypothétiques fruits de ces politiques de redéploiement et de restructuration. Et jeudi dernier, c'est quasiment tous les services de l'hôpital public qui étaient représentés dans la rue, incluant bien évidemment depuis les urgences, les maternités, mais également maintenant les médecins et les professeurs qui ne sont pas habitués à ce type de mobilisation, qui vous disaient en sorte, Madame la Ministre, oui, il faut du fric pour l'hôpital public. Ça, il semblerait que vous l'ayez compris. Maintenant, si on regarde en détail ce que ce plan permet en termes budgétaires, d'abord, l'essentiel des revendications ne sont pas satisfaites. Il y a des revendications claires en termes de revalorisation de salaire. Et vous procédez-vous à quelques primes extrêmement aléatoires, variables et hypothétiques, quand par exemple les infirmières de ce pays sont en bas du classement de l'OCDE s'agissant de leur rémunération. Vous ne répondez donc pas aux revendications. Vous promettez 1,5 milliard sur 3 ans à l'hôpital public, après avoir passé le début de ce quinquennat à nous avoir fait avaler 12 milliards d'économies sur les dépenses de santé, des économies que nous ne digérons toujours pas. 1,5 milliard, ça peut paraître beaucoup pour des gens qui étaient persuadés qu'il ne fallait pas mettre d'argent sur la table, mais 1,5 milliard, Madame la Ministre, c'est à peu près le budget de fonctionnement annuel du seul CHU de Lille. Vous reprenez un tiers de la dette, et c'est un moindre mal, parce que cette dette est largement la responsabilité de l'État. Parce que jamais les budgets n'ont été à la hauteur de la hausse de la charge qu'a eu à subir l'hôpital public. Et c'est aussi le fait que l'hôpital qui avant pouvait se financer auprès de la Banque centrale et de ses taux particuliers doit maintenant faire appel aux banques commerciales ou au marché financier. Bref, Madame la Ministre, il y a un premier recul, mais je crois que dans quelques semaines, vous serez contrainte à revenir ici avec peut-être un nouveau plan d'urgence, parce que ça n'est pas à la hauteur. Il y a des mobilisations qui sont appelées par le personnel de l'hôpital public, qui espérait pouvoir en terminer avec cette grève lui aussi, parce que contrairement à ce que peut-être vous pensez, personne n'apprécie faire grève, et la grève n'est facile ni pour ceux qui la font, ni pour ceux qui la subissent, mais tous ont intérêt à revenir devant l'Assemblée nationale avec un peu plus d'argent que ce que vous avez mis sur la table ce matin. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pierre Dharréville, pour le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ça a été dit déjà par beaucoup de mes collègues, beaucoup de temps a été perdu. Nous avons alerté depuis très longtemps sur la situation de crise de l'hôpital et nous avons j'ai beaucoup dit, moi, à la tribune, il y a quelques semaines de cela, quelques jours, que le plan que vous nous présentiez n'était pas sérieux, n'était pas réaliste et que vous seriez contrainte d'y revenir et de nous faire de nouvelles propositions. Et nous y sommes. Vous avez, quelque part, été contrainte de revenir avec de nouvelles mesures. Ces mesures... pourtant, restent très décevantes, très insuffisantes au regard des attentes, au regard des besoins qui s'expriment depuis très longtemps maintenant, des semaines, des mois, dans tout le pays. Je regrette profondément que ces mesures n'aient pas été discutées, en tout cas pas à ma connaissance, avec les acteurs du mouvement social hospitalier qui, je crois, attendaient de véritables discussions, de véritables négociations avec eux. Et je pense que c'est une absolue nécessité que des discussions de cette nature aient lieu et que les propositions que vous faites ne le soient pas pour solde de tout compte. Il me semble qu'elles ne sauraient l'être d'ailleurs quand on les écoute dans le détail. Concernant l'amélioration, entre guillemets, de l'Ondam telle que vous la proposez, elle nous semble là aussi insuffisante. Vous aviez programmé dans le budget initial 1 milliard de compression de dépenses pour l'hôpital public et vous nous dites finalement il n'y aura plus que 700 millions de compression et donc vous comprendrez bien que vu l'état de l'hôpital, je crois qu'il n'est pas en mesure d'absorber le choc, même si ce choc est réduit par les annonces que vous venez de faire. Je m'interroge sur la logique de prime qui a prévalu
dans le plan que vous annoncez, et je pense que les revendications principales portaient sur des revendications salariales durables, pleines et entières, avec des droits pleins et entiers. Et j'ai du mal à comprendre la logique de ces primes et les inégalités qu'elles vont y compris induire sur les territoires entre les différents corps de métier. Et je ne suis pas certain qu'elles trouvent leur pleine efficacité, qu'elles répondent réellement aux besoins, aux revendications, aux aspirations. Ensuite, je voudrais dire quelques mots sur la reprise de la dette. La question a déjà été posée. Comment seront déterminés les hôpitaux qui pourront bénéficier de cette reprise de la dette? Reprise qui ne porte que sur un tiers de la dette globale des hôpitaux publics. Donc nous voyons bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ensuite, nous ne voyons pas trace d'un plan d'embauche, d'un grand plan de formation. La première revendication des personnels, c'est d'avoir des collègues supplémentaires. Ils l'ont beaucoup dit et répété. Enfin, quid des fermetures de lits? 18 000 lits ont été fermés en 6 ans. Et je crois que ça fait partie aussi des problèmes qui ont été largement soulevés. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'interrogations encore. Nous sommes en attente de réponses supplémentaires. Et je crois que pour l'instant, les annonces que vous faites ne sauraient suffire. Merci. Madame la ministre, je vais vous passer la parole pour répondre aux orateurs des groupes. Merci. Merci beaucoup. Je vais être malheureusement obligée d'être rapide puisque je dois vous quitter à 18h15. J'avais souhaité être présente devant vous avant d'aller dans les médias et donc je fais mon premier plateau dans la suite de cette audition. Donc je souhaite répondre à chacun d'entre vous, d'abord au rapporteur général Olivier Véran. Donc, il y aura un amendement autour de l'ONDAM qui sera déposé avant ce soir. Toutes les mesures salariales et de primes et d'organisation d'ordre réglementaire, donc il n'y aura pas d'autre amendement que l'ONDAM. Et la reprise de la dette donnera lieu à un vecteur législatif au premier semestre 2020. Donc voilà, nous aurons peut-être besoin d'un vecteur législatif si nous souhaitons renforcer le contrôle sur l'intérim médical au-delà de ce que nous avons prévu de faire, mais probablement pas dans le PLFSS de cette année. Ce serait peut-être un texte à part. Ensuite, il n'y aura pas d'amendement sur la partie recettes puisque vous m'avez posé la question. Et est-ce que cette hausse de l'ONDAM va bénéficier à tous les établissements? Eh bien, comme une partie est dédiée aux tarifs et qu'il y a une garantie d'augmentation des tarifs de 0,2 points pendant 3 ans, les tarifs, vous le savez, concernent la totalité des établissements de santé publics, privés non lucratifs et lucratifs. Par contre, tous les restes des mesures qui sont inclus dans l'ONDAM seront spécifiques à l'hôpital public, de la même façon que la reprise de la dette ne concerne que les hôpitaux publics. Et donc, la très grande majorité des mesures concernent le secteur public hospitalier. Ensuite, il y a de nombreuses primes. Vous m'avez demandé quelles étaient les primes hors Paris. C'est vrai que Paris n'est pas la France, même s'il y a eu des spécificités et un défaut d'attractivité considérable à Paris que nous n'avons pas vu dans les autres hôpitaux régionaux, en tous les cas pas dans cette étendue et avec de tels dommages en termes de capacité d'activité. Donc il y a des primes de coopération qui sont à la main des équipes qui mettront en place des protocoles de coopération et donc toutes les infirmières ou professionnels d'ailleurs paramédicaux qui s'engageront dans certaines coopérations à définir au sein des établissements auront accès à une prime de 80 € net par mois. Tout le monde. Il y aura une prime d'engagement de service public. Donc, c'est une prime qui est versée en 2 fois, en début de carrière et 2 ou 3 ans après la prise de fonction, et qui concerne les médecins pour des primes qui vont de 15 000 à 30 000 € et les paramédicaux pour des primes qui vont de 10 000 à 15 000 €. Ça concerne la totalité des soignants. Il y aura un contrat d'engagement de service public pour les paramédicaux, c'est-à-dire que tous les gens en santé, comme les kinésithérapeutes par exemple, qui s'engageraient dans le service public, car nous connaissons les difficultés de recrutement des kinésithérapeutes ou des orthophonistes, eh bien, auront 750 € par mois pendant leurs études s'ils s'engagent à rejoindre l'hôpital public. Il y aura des primes collectives sur des engagements exceptionnels BIP, avec un budget considérable qui sera à la main des établissements pour tous ceux qui s'engagent dans l'amélioration des parcours de soins pour les patients. Il y a une mesure générale pour les aides-soignantes qui s'engagent dans la formation gériatrique. Ça concerne 60 000 aides-soignantes en EHPAD et en service de gériatrie qui auront accès à 100 € net par mois supplémentaires, 60 000 aides-soignantes, et qui accéderont en fin de carrière à la catégorie B. Enfin, il y a une prime d'exercice territorial pour les praticiens hospitaliers qui s'engagent dans un exercice multisite
Et je termine par, il m'en manque une, pour les péages, puisque ça m'a été dit par l'un d'entre vous. Sur les péages, il y aura toutes les primes liées à valoriser leur engagement, soit dans le management, soit dans l'enseignement, soit dans la recherche. Et ces primes seront évidemment à la main des commissions médicales d'établissement. Donc, il y a tous les soignants qui sont concernés, des équipes qui peuvent concerner d'ailleurs peut-être au-delà de soignants, et évidemment énormément de mesures qui concernent la France entière et pas uniquement Paris. Voilà pour la réponse à Olivier Véran. Monsieur Viry, vous soulignez l'intérêt de modifier la gouvernance. Je rappelle que la loi HPST, la loi Bachelot, effectivement, a beaucoup bousculé l'hôpital et a beaucoup déstabilisé les soignants, ce qui a participé à la perte d'attractivité de l'hôpital public pour la communauté médicale. Donc nous souhaitons rééquilibrer cette gouvernance en faveur des médecins qui s'engagent dans des fonctions managériales. Par contre, rafistolage, qui est le mot que j'entends à la fois au Sénat et ici à l'Assemblée, me choque un peu. Il n'y a pas de rafistolage. Ce sont des budgets sans précédent. 10 milliards d'euros de reprise de dette, c'est autant d'argent qui soulage aujourd'hui l'investissement dans les hôpitaux. On ne peut pas considérer qu'1,5 milliard d'investissement, plus 450 millions d'investissements dans le courant, dans le quotidien des soignants, plus 10 milliards d'euros de reprise de dette puisse être appelé rafistolage, ou alors je ne sais pas quelle politique publique nous sommes capables de mener dans ce pays. Alors dites que ce n'est pas une refondation du système de santé, mais la refondation du système de santé, vous l'avez votée avec la loi Ma Santé 2022. C'est cela, la refondation du système de santé. Là, on met simplement l'accent sur une accélération de Ma Santé 2022 pour les hôpitaux publics, mais la refondation, elle est là. Elle prend en compte le secteur privé, évidemment, le secteur libéral, la totalité des professions de santé. Elle prend en compte la formation, la fin du numerus clausus, la modification des études en santé. Elle prend en compte tout le numérique en santé. Vous l'avez voté, je ne vais pas revenir sur cette loi qui est unanimement précisée. Il n'y a pas un soignant aujourd'hui qui remet en cause le cap de Ma Santé 2022. Nous accélérons simplement les mesures pour l'hôpital public. Madame Elimas, vous me posez la question. D'abord, je vous remercie de souligner que c'est un effort budgétaire historique. Vous me demandez si la reprise de la dette concerne les Outre-mer. Oui, bien sûr, elle concerne tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux qui s'engageront dans une transformation et qui auront envie de mener des projets. Donc, une mission sera lancée dans les prochains jours pour préciser exactement le cadre de répartition. Ça sera très variable d'un établissement à l'autre, mais tous les établissements, y compris de psychiatrie, puisqu'on m'a posé la question, seront évidemment concernés par cette reprise de dette qui doit commencer dès 2020. Ensuite, Monsieur Aviragnet, on a perdu 3 semaines. Alors non, on a perdu ça, Monsieur Aviragnet. Parce que si vous me citez chaque mesure prise dans le gouvernement précédent qui concerne l'hôpital public, vous me le dites. Parce que j'étais aux affaires et regardez ce qui a été fait. Donc j'aimerais savoir ce qu'on a investi dans l'hôpital public dans ces 5 dernières années. Les ondames les plus bas, les tarifs les plus bas, c'est le quinquennat précédent qui a aggravé la dette hospitalière comme jamais. Et quand je suis arrivée, j'avais 1 milliard de déficit dans les hôpitaux publics en 2017. Je l'ai réduit de moitié l'année dernière. Donc il faut arrêter. Franchement, je suis très choquée. Vous pouvez considérer que c'est insuffisant, mais vous avez perdu du temps et que vous avez un plan ambitieux pour l'hôpital public avec ce qui a été fait depuis 5 ans, je trouve que quand même, c'est fort de café. S'il vous plaît, c'est pas terminé. Bien, monsieur Paul, excusez-moi. J'étais à l'hôpital public pendant que vous étiez aux affaires. Je l'ai vu, moi, la dégradation. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Excusez-moi. Monsieur Paul Christophe, vous m'intéressez sur la préparation. Évidemment, j'aurais préféré être prête pour le mois de septembre et présenter un PLFSS qui traduise toute cette ambition. Nous n'étions pas prêts. Nous avons concerté. L'ensemble de ce plan s'enrichit des productions faites par les fédérations hospitalières, notamment la FHF, les productions des conférences, des doyens, des présidents de CME, des directeurs d'hôpitaux. Nous avons consulté les syndicats, nous avons travaillé,
maintenant depuis des semaines pour enrichir ce plan. Donc, on peut regretter qu'il n'ait pas été prêt. Il ne faut pas oublier toutes les mesures très positives qui figuraient dans le PLFSS que je vous ai présenté, notamment le congé de proche aidant, le fonds phyto. Je ne vais pas tous les signaler, évidemment, mais évidemment, il y avait déjà un PLFSS très ambitieux en termes de mesures sociales. Donc, on ne peut pas résumer le PLFSS à l'Ondam, heureusement. Donc, maintenant, nous venons avec un Ondam en hausse et des mesures construite et j'espère évidemment que ce nouvel Ondam et ce nouveau PLFSS sera voté. Vous avez évoqué la territorialité, il y a beaucoup de choses pour les territoires, les hôpitaux de proximité qu'on réarme, que l'on finance différemment avec un financement global qui sort de la T2A, le FIR que nous augmentons, la dotation populationnelle pour les hôpitaux psychiatriques. Donc je suis évidemment tout à fait d'accord pour avancer, mais on ne peut pas nous reprocher de rien faire sur la territorialité. Monsieur Vigier, quid des 750 millions d'euros du plan de refondation des urgences? Ils sont évidemment part. C'est en plus des 750 millions d'euros dédiés à la refondation des urgences. Il n'y a pas de jeu de bonneteau aujourd'hui. Ensuite, qui va reprendre la dette? Donc, nous allons lancer ce programme de reprise de dette hospitalière sur 3 ans, avec un vecteur législatif en même temps que la loi de programmation des finances publiques. C'est donc un allègement des charges de 800 millions d'euros à 1 milliard par an chaque année pour les hôpitaux publics. Il y aura un organisme centralisateur qui financera des prêts miroirs qui permettront de reprendre 3,3 milliards d'euros chaque année pendant 3 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette opération qui est en train d'être consolidée et qui sera évidemment très transparente. Monsieur Quatennens, je n'ai jamais dit que ce n'était pas une question d'argent. J'ai dit que ça ne pouvait pas être qu'une question d'argent, parce qu'il fallait refonder notre système de santé. On peut rajouter sans arrêt de l'argent à un tonneau des Danaïdes qui fuient en permanence. Notre système de santé fuit, avec notamment une non-pertinence des soins dont on pense que ça correspond au total à 20 milliards d'euros de dépenses inutiles. C'est ce qu'évoque la CNAM. Il y a récemment une étude qui vient de publier en Suisse et dans d'autres pays de l'OCDE qui évaluent également entre 10 et 20% de dépenses inutiles dans tous les systèmes de santé. C'est là-dessus que nous devons faire des économies et sur des organisations plus pertinentes. Ça a été voté dans Ma Santé 2022. Maintenant que ça a été voté, il faut de l'argent en plus pour l'hôpital public de façon à leur permettre de sortir la tête de l'eau et d'être attractif. Je n'ai jamais dit qu'il fallait de l'argent, mais on ne peut pas résumer un système de santé à rajouter indéfiniment de l'argent sans le transformer. Et c'est ce que j'ai voulu dire et c'est ce que j'ai fait par la loi Ma Santé 2022. Voilà, Monsieur Dharréville, je crois que j'ai répondu quelque part à vos questions via l'ensemble de mes prises de parole. Je suis obligée de vous quitter en urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mes chers collègues, nous nous retrouvons à 21h30 pour la deuxième heure du PLFSS. Donc, merci, à tout à l'heure.